Connaissez-vous le rapport entre Ursula Camp, Margaret Bain, Maria Schlosserin ou encore Esther Jonas? Elles ont toutes été accusées et condamnées pour sorcellerie. Tu es sur la chaîne Dames et Corbeaux et je vais te révéler ce qu'on ne t'a jamais dit sur la chasse aux sorcières. A priori, c'est une accusation fourre-tout, qui concerne à la fois l'accusation d'être loup-garou, d'être sorcier ou sorcière, d'être hérétique, notamment dans le cas des cathares, d'être homosexuel, dans le cas de Jeanne d'Arc. Elle était une femme politique, trahie, issue du milieu paysan du duché de Bar. À Saint-Jean-de-Luz, les mœurs réputées libres des femmes de marins dérangent. Mais il est aussi question de délation, de dénonciation calomnieuse, de règlement de compte, de cas d'hystérie utilisés à des fins politiques et économiques. On peut se rappeler de la possession de Louviers, de l'affaire des démons de Loudun ou des possessions d'Aix-en-Provence. Mais parfois, l'accusation de sorcellerie est encore plus simpliste. Le crime de sorcellerie concerne les personnes que l'on accuse d'être superstitieuses. Je distinguerai deux catégories de bourreaux, les commanditaires et les activistes. Parmi les commanditaires, nous pouvons citer Richelieu et plus globalement ceux qui sont au pouvoir ou qui manigancent soit pour accéder au pouvoir, soit pour le conserver. Charles III de Lorraine et de Bar, qui par exemple anoblira Nicolas Rémy, après que ce dernier ait envoyé plus de 900 victimes d'accusations de sorcellerie à la torture, puis à la mort. Nicolas Rémy, lui, je le case dans les activistes. Avocat, procureur général historien, diplomate et auteur lorrain, avec à son actif 900 procès et séances de torture sur une période de 15 ans. Entre 1577 et 1592, Rémy condamne plusieurs centaines de personnes au bûcher pour satanisme. Il y a aussi Pierre de Lancre, juriste et magistrat français, conseiller au Parlement de Bordeaux à partir de 1582. Ou encore Henri Boguet, grand juge de Saint-Claude, légiste, de 1596 à 1616, qui dira à propos de la secte de Satan « Cette hydre mérite bien que l'on institue des juges exprès pour lui retrancher toutes ses têtes à bon escient, et tellement pour qu'il n'en renaisse plus. » Si on analyse cet extrait, il y serait donc question d'une sorte de société secrète qui inquiète les élites, si redoutée qu'on la maquille de mysticisme et de superstition, peut-être pour mieux la diaboliser et pour mieux l'éliminer. Magistrats, avocats, procureurs, historiens, conseillers, diplomates, juristes. Les bourreaux de la chasse aux sorcières sont généralement des civils, très bien placés dans la société, à des postes qui suggèrent une certaine intelligence et de l'expérience. Pourtant, leurs préoccupations et leurs motivations, officielles, semblent bel et bien être d'ordre religieux plus que politique ou économique, puisque nombre d'entre eux se considèrent d'ailleurs comme des démonologues, qui agiraient ainsi au nom de la foi. Enfin ça, c'est ce qu'ils disent pour justifier leurs crimes contre les populations, c'est leur posture. Certes, médecins, juristes et ecclésiastes s'associent parfois sous couvert de chasse aux sorcières pour condamner abusivement quiconque représente une menace. Il ne s'agit pas tant de défendre prétendument leur foi, que de défendre en réalité leur classe sociale et leurs privilèges. La plupart des bourreaux sont d'ailleurs considérés par leurs propres contemporains comme des personnalités qu'on taxerait aujourd'hui de borderline, agissant en dehors des clous et de toute morale, cruels et fanatiques, qui portent alors des surnoms évocateurs du choc et de l'effroi qu'ils suscitent. Henri Boguet est ainsi surnommé le brûleur féroce. Les manuels et guides dont ils sont les auteurs seront en grande partie la cause des systèmes de croyances superstitieuses justifiant le génocide de prétendues sorcières. On ne peut donc pas dire que ces auteurs agissaient par stupidité ou par ignorance, ou qu'ils étaient victimes d'un obscurantisme qu'ils s'ingéniaient justement à créer, ni qu'ils étaient bercés depuis toujours dans des superstitions et qu'ils manquaient d'instruction. Ils n'ont pas juste condamné des personnes parce qu'elles sortaient du cadre légal du moment. Ils ont été jusqu'à inventer
aux victimes des intentions, des actes et des croyances qu'elles n'avaient pas. Et à la lecture de leurs ouvrages, on peut même dire qu'ils l'ont fait avec souvent beaucoup de cynisme et de perversité. La décriminalisation de la sorcellerie aux environs de 1682 considérera la démonologie comme de la superstition. Et c'est bien sous ce drapeau que les bourreaux ont pourtant pour la plupart prononcé leur sentence. Mais que cache cette superstition derrière laquelle on orchestre des génocides pour traquer les hérétiques? Pourquoi une autorité légale civile qui se permet de torturer et de tuer le fait-elle sous couvert d'être superstitieuse et croyante? Oui, mais dans le temps, ils étaient bêtes et superstitieux. Stop à ce préjugé. Un discours répandu pour justifier des actes commis par une classe sociale instruite et particulièrement habile, aussi bien en politique qu'en contrôle des populations. Qui sont ces bourreaux qui s'autoproclament superstitieux pour manigancer le pire et pour terroriser les populations, qui s'enorgueillissent que chaque accusation se termine inéluctablement par une condamnation à mort. Des professionnels judiciaires zélés et endoctrinés ou des agents au service des élites. Extorqués sous la torture, les aveux semblent être mis en exergue pour détourner l'attention du vrai sujet par les élites instruites de l'époque. Les aveux n'ont pas pour seul objectif de servir de prétexte à une condamnation abusive. Mais, inscrits dans les archives, ils visent à décrédibiliser les victimes pour toujours. À en faire des victimes de la futilité des mœurs paysannes que les élites méprisent. Des superstitions pourtant alimentées par les élites. Et ceci pour dépeindre un tableau de la paysannerie empreint de mysticisme et de crédulité. Pour en faire des ignares frivoles, revanchards, querelleurs, voire jaloux et cupides. Pour en faire des adeptes de magie méchante et stupide, dépravés, et pour nier leurs aptitudes aux sciences, à la médecine paysanne et à l'humanisme. L'autre point commun des femmes que j'ai cité au début de la vidéo, c'était qu'elles étaient toutes des sages-femmes. Était-ce vraiment parce que ces bourreaux croyaient en la magie des sages qu'ils s'en prenaient à eux, ou ce mysticisme n'était qu'une façade, une dissimulation pour masquer les véritables objectifs de leurs crimes contre ces femmes? Une simple misogynie ou quelque chose de plus profond, de plus culturel? J'ai demandé à ChatGPT les raisons de cet acharnement contre les sages-femmes. Les arguments principaux selon ChatGPT, qui pourrait mettre sa réponse, va se baser selon ses propres termes sur une combinaison de sources historiques, d'analyses académiques et de travaux de recherche sur l'histoire de l'Inquisition. En somme, sur une forme de consensus scientifique qui peut se résumer par le caractère isolé des sages-femmes, les rendant vulnérables aux accusations de sorcellerie, la révolution de la médecine où des hommes se professionnalisant souhaitaient chasser la concurrence, le lien avec les hérésies et le contrôle social, la misogynie des élites, la peur des femmes indépendantes. Ce sont effectivement des raisons très valables. Mais allons plus loin. La chasse aux sorcières est née sous le féodalisme, à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, dans un contexte croissant de lutte des classes et de lutte des sexes. Le lien commun de la majorité des victimes, ce sont des femmes de la paysannerie, considérées comme menaçantes pour les élites. Non pas parce qu'elles sont seules et indépendantes, ou trop belles, trop vieilles ou trop laides, comme on a longtemps voulu nous le faire croire. Ces caractéristiques ne sont que des prétextes pour dissimuler ce qui dérange réellement. Elles sont considérées comme menaçantes, justement parce que les sages sont très bien insérés et en réseau, influentes, et qu'elles se partagent leurs connaissances, parce qu'elles connaissent tout le monde et que tout le monde a recours à leur science, même parmi la noblesse. Parce qu'elles sont les derniers piliers de la société paysanne. Elles sont et font le lien entre les familles, entre les clans et entre les castes. La détention parfois très longue, la torture physique et mentale des prétendues sorcières ne vise pas à faire avouer les accusés de crimes imaginaires et ridicules, pas plus que les bourreaux ne cherchent à confirmer leurs a priori superstitieux. Le but est principalement
d'extorquer les noms de résistants au régime et à la culture du régime en place. Les victimes de ces accusations sont bien souvent des sages-femmes, des paysans prenant une part active aux révoltes paysannes, et parce que les sages-femmes sont détentrices d'un savoir viscéralement gênant pour la noblesse. Vieilles, jeunes ou enfants sont sacrifiés pour instiller la terreur, pour noyer dans la confusion les véritables cibles des élites. Aujourd'hui, et dans l'imaginaire collectif, on aura tendance à définir les victimes des accusations de sorcellerie comme des rebouteuses bien intentionnées qu'on aurait voulu empêcher d'exercer et de transmettre leur savoir. Quand je dis imaginaire collectif, il ne faut pas y voir un préjugé nécessairement erroné. Car souvent, la mémoire collective et populaire recèle bien des vérités, parfois autant que le consensus scientifique. Ces vérités sont juste plus complexes que ce que leurs détracteurs veulent bien en dire. Car ceux qui sont traqués pour être éliminés sont notamment ceux que l'on appelle les sages. Pour paraphraser l'édition du Malleus Maleficarum, Kramer et Pranger font des sages-femmes des sorcières à éliminer. Personne ne cause plus de tort à la fois que les sages-femmes. Pour ces deux criminels, peu importe que les accusées soient considérées comme bienveillantes par leur père. Peu importe qu'elles aident la communauté. Ce qui compte pour Kramer et Pranger, c'est de les éliminer. Mais pourquoi ? Tandis que ces meurtres ne semblent pas être ordonnés par l'Église elle-même. Que savaient Kramer et Pranger à propos du lien semble-t-il étroit et tabou pour la noblesse entre la foi catholique et les sages-femmes ? En quoi ce lien les dérangeait-il à ce point ? Pourquoi ne supportaient-ils pas l'idée que les traditions catholiques puissent être étroitement liées aux sages-femmes et à leur connaissance ? Des sages-femmes vraisemblablement associées de près au paganisme et aux croyances primordiales des Celtes. La chasse aux sorcières devient un système pour se débarrasser des derniers sages de la culture celte. Une culture celte qui avait été intégrée à l'Église par de nombreux syncrétismes. C'est d'ailleurs grâce à l'Église catholique que l'on a conservé une grande part de notre culture et de notre patrimoine culturel celte. Certes évolués et parfois transformés pour leur propre survie au fil de siècles de persécution, mais toujours présents aujourd'hui. L'Église s'est en quelque sorte postée, bon gré ou mal gré, comme l'héritière ou comme le prolongement de certains aspects d'une grande et digne civilisation, parfois réputée éteinte, celle des Celtes. Nous n'oublierons pas ces prêtres accusés et condamnés, eux aussi, pour sorcellerie, parce qu'ils défendaient des idées justes, des victimes innocentes, leur propre patrimoine, ainsi que leur foi véritable et pure. Tandis que les classes dirigeantes, issues majoritairement de la caste carolingienne, cherchaient parfois à imposer un nouveau type de société. Une société débarrassée de la culture celte, basée davantage sur le commerce et l'exploitation des ressources et de la main-d'œuvre. Un commerce débarrassé de toute contrainte, jusqu'à exposer les populations à la spéculation, et donc aux crises économiques générant famine, guerre et précarité. Et pour ce faire, cette caste devait encore fondre le souvenir et les origines de la population et de l'Église, sur lesquelles les héritiers des Carolingiens entendaient régner sans partage. Instrumentalisant l'Église et la foi, instrumentalisant les croyances anciennes en les abrutissant par un mélange habile de peur et de superstition, pour faire la guerre aux héritages culturels celtes qui leur résistaient, pour faire la guerre à ceux désormais nommés les hérétiques, qu'ils aient été de fervents croyants catholiques ou non, et donc aussi aux premiers chrétiens, ainsi qu'aux nobles qui ne voyaient pas les choses de cette façon. C'est dans l'ère culturelle du Saint-Empire romain germanique que la chasse aux sorcières s'est principalement répandue et qu'elle a fait le plus de victimes.
Le Saint-Empire romain germanique est aujourd'hui considéré comme un État issu de la décomposition de l'Empire carolingien. Par son nom, le Saint-Empire romain germanique se réclame directement de l'Empire romain antique colonisateur, aspirant à une domination universelle économique et culturelle. Un universalisme absolutiste qui ne supportait donc pas les héritages culturels celtes. Ces restes de connaissances culturelles celtes permettaient aux populations largement paysannes, et aux nobles n'ayant pas oublié leurs racines paysannes ou celtes, de se rappeler comment les élites issues de la culture carolingienne absolutiste avaient trahi les populations, et comment leur caste s'était accaparé l'Église et la foi. Et comment, par des lois iniques, des lois de haine, la persécution des Celtes et de leur culture se poursuivait sous des prétextes divers et variés. On en taisait désormais le nom depuis longtemps tabou, lui substituant un terme plus générique et fourre-tout d'hérétique. Du point de vue du pouvoir en place, être un hérétique revenait à être un régicide. C'était comme porter atteinte directement à la noblesse. D'où le bûcher, peine requise aussi bien contre les régicides que contre les divergences d'opinions individuelles diverses et variées. De même que l'ordalie par l'eau froide, issue des traditions franques et condamnée par l'Église, était traditionnellement utilisée pour distinguer les enfants de la noblesse des autres. En somme, du bûcher à l'ordalie, les peines se destinaient souvent à éliminer ceux qui ne faisaient pas partie de la noblesse ou qu'on voulait en exclure. Aussi, le caractère inéluctable des condamnations à mort pour sorcellerie visant les paysannes se destinait peut-être bien à marteler avec subtilité aux populations paysannes que toute forme de noblesse leur était désormais étrangère, comme une réponse faite à la façon dont les Celtes considéraient autrefois la noblesse, une noblesse celte à laquelle les paysans, et plus particulièrement les paysannes, étaient étroitement associés, d'une conception radicalement éloignée de la distanciation carolingienne. La noblesse celte concernait notamment les hommes et les femmes occupant des fonctions respectées, à l'image des sages-femmes, mais concernait également toutes celles dont le ventre arrondi annonçait la venue au monde des hommes, selon les traditions païennes de fertilité. Les sages-femmes, aux premières loges de la naissance des hommes durant des siècles, et depuis presque aussi loin que les origines de l'humanité, ces ventrières, comme on les appelait, détenaient encore la mémoire des croyances primordiales des populations, recelaient encore les secrets des peuples sacrés celtes et la mémoire des débuts du culte chrétien. Là, dans ce ventre féminin sacré, ô combien important dans la tradition celte, autant que dans la tradition chrétienne. Aussi, une partie des élites de cette époque craint donc que les sages-femmes détiennent encore ce savoir après des siècles de tentatives de réformation de la société et de persécution, et qu'elles le répandent parmi les paysans, dont la docilité est si nécessaire au système économique des nobles. Ironie du sort, c'est cet acharnement aveugle et cruel de la part d'une partie de la noblesse qui nous permet aujourd'hui de saisir le véritable mobile de ce crime contre les populations de l'ancien Empire romain et de ses environs. Parce que cette persécution contre les Celtes, par une partie de la caste carolingienne occupante et par leurs héritiers, n'avait en réalité jamais pris fin sur le vieux territoire des Celtes.